Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique consacrée au Royaume-Uni, à sa situation intérieure et à sa situation extérieure, thématique qui nous donne l'occasion et le plaisir de recevoir Pauline Schnapper. Pauline Schnapper, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à la Sorbonne Nouvelle et quand je dis nous, c'est Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, c'est Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, et Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la fondation Terra Nova. Nous enregistrerons notre prochaine émission vendredi prochain, 14 octobre, à 19h, en Suisse, à la fondation Jan Michalski, à Montrichet, non loin de Vallorbe, non loin de Lausanne et non loin de Genève. Nous l'enregistrerons avec un confrère suisse, Jacques Pillet, et avec 3 de nos intervenants habituels, Richard Verly, Lucille Schmid et Lionel Zinsou, ici présents. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en vous rendant sur notre site et en cliquant sur l'onglet « Les émissions en public ». Rendez-vous vendredi 14 octobre à 19h à la Fondation Jan Michalski. Et puis, puisqu'il n'y a pas de brève après les émissions thématiques, je voudrais juste saluer Alain Aspect, à qui le prix Nobel de physique vient d'être attribué. Venons-en maintenant à notre sujet. Après la mort de la reine, la Grande-Bretagne a perdu son symbole majeur, le symbole majeur de son unité. Au terme de 10 jours de deuil national, le royaume s'est éveillé avec une première ministre novice et déjà mal aimée, héritière d'un Boris Johnson qui est passé en 3 ans d'un triomphe électoral à une démission forcée. Les critiques sur sa gestion de la crise sanitaire, le Partygate ou les premières conséquences désagréables d'un Brexit dur auront eu raison de l'ancien maire de Londres, lâché par les siens. La tâche qu'il lègue à son héritière, la très libérale Liz Truss, s'annonce donc considérable entre la chute de la livre et le tollé provoqué par le projet de déporter des demandeurs d'asile au Rwanda, le temps de traiter leur dossier et l'appel à ceux qui ont été poussés hors des frontières du royaume à revenir pour remplir les postes vacants. L'inflation qui frappe durement le pays met en avant les inégalités profondes d'un royaume qui a vu la décrépitude de ses services publics depuis les années 70, la NHS, le système de santé, cher aux Britanniques, s'est retrouvé au bord de l'implosion durant la crise sanitaire, faute de financement et faute de main-d'œuvre étrangère. Le climat social est tendu, les coûts de l'énergie et les conditions de travail ont poussé les cheminots et le personnel soignant dans la rue. Certains Britanniques se retrouvent dans l'incapacité de payer leurs factures énergétiques, alors qu'un mouvement citoyen appelle à ne pas les régler en signe de protestation. Une fronde dont le Labour de Keir Starmer ne parvient pas, pour l'instant, à tirer pleinement profit. Les échecs des Tories et les complications post-Brexit ont alimenté les mouvements nationalistes et indépendantistes. Une Écosse qui avait voté à 62% pour rester dans l'Union en 2016 a vu la victoire du Scottish National Party de Nicola Sturgeon et de ses alliés aux élections générales de 2019. Depuis, les tensions demeurent entre Londres et Édimbourg à propos de la tenue d'un nouveau référendum sur l'indépendance, promis pour fin 2023 par les indépendantistes, mais désavoué par le 10 Downing Street. Les contrôles douaniers en mer d'Irlande, de leur côté, ont contribué en Irlande du Nord à la victoire historique du parti nationaliste irlandais Sinn Féin, devant les unionistes du DUP. Ce résultat, aux conséquences politiques limitées, révèle cependant les tendances de fond à l'œuvre dans la société nord-irlandaise. Depuis la sortie de l'Union, c'est aussi une nouvelle place internationale qui est en jeu pour le Royaume-Uni, dont le PIB est désormais inférieur à celui de l'Inde. Le projet Global Britain, présenté par Boris Johnson dès 2020, défend la vision d'une puissance britannique mondiale. Londres a déjà été récompensée de sa fidélité atlantiste avec la place prépondérante qu'elle occupe dans l'alliance militaire avec les États-Unis et l'Australie. Le gouvernement britannique s'est également aligné sur la position américaine en soutenant rapidement et massivement l'Ukraine. Global Britain veut aussi s'appuyer sur un Commonwealth fort et soudé, défi que la disparition de la reine ne rend pas plus aisé. Après cette introduction, Pauline Schnapper,
question qui me vient naturellement à l'esprit, c'est qu'est-ce qui va le plus mal en Grande-Bretagne, la situation intérieure ou la situation extérieure? Oh, je dirais quand même la situation intérieure, pour l'instant, hein, la situation économique et sociale, disons, plus que politique d'ailleurs. La situation économique est quand même très, très dégradée, depuis la crise sanitaire comme j'allais dire comme partout. La crise énergétique aussi. Donc il y a des facteurs, externes qui sont évidents, mais il y a aussi le résultat de plus de 10 ans de politique d'austérité, au vrai sens du terme, j'allais dire, pas au sens français, mais les vraies politiques d'austérité avec des coupes budgétaires sombres dans les programmes sociaux, de très grosses inégalités territoriales au sein du Royaume-Uni, une crise du système de santé à laquelle vous avez fait allusion, alors qui n'est évidemment pas propre au Royaume-Uni, nous en connaissons une aussi, mais qui est particulièrement forte au Royaume-Uni et très probablement accentuée par le Brexit. Puisque le système de santé britannique repose quand même en bonne partie plus que chez nous sur une main-d'œuvre extérieure, étrangère, et y compris européenne, bien sûr. Et donc, le choc du Brexit a aussi agi là-dessus. Donc, une situation, disons, économique et sociale avec beaucoup moins de boucliers de tous ordres qu'en France, et qui est vraiment explosive, avec une inflation, le tout sur fond d'inflation à 10% et récession très probable dans les mois qui viennent. Béatrice Gibelin. Oui, moi, ce qui m'a frappé, d'abord, c'est 10 jours de funérailles avec le monde entier pour la reine, dans une situation de crise que vous venez absolument de rappeler, et une gravité, si vous voulez, pour les classes sociales défavorisées, un taux de pauvreté qui est extrêmement élevé, dont on se souvient qu'une partie d'entre eux avait voté le fameux mur rouge du nord de l'Angleterre, qui avait voté pour Boris Johnson par Brexit enfin réalisé, puisqu'on a dit que c'était l'une des raisons pour lesquelles ils avaient voté. Qu'est-ce qui va se passer? Ils sont désespérés, ils rentrent dans l'abstention. Est-ce que le Parti travailliste va récupérer ces voix-là? On peut légitimement penser qu'aux prochaines élections législatives, cette fois-ci, ce soit les travaillistes qui fassent la conquête du pouvoir. Mais pour faire quoi et comment dans une situation économique aussi grave? Rappelons que les prochaines législatives, c'est pas pour tout de suite. Absolument. Pour l'instant, le Parti conservateur dispose toujours d'une solide majorité depuis la victoire de Johnson en décembre 2019 au Parlement, et qu'il n'y a pas d'obligation d'organiser d'élections avant encore plus de 2 ans. Fin 2024, c'est la dernière limite. Et vu la situation qu'on vient de décrire, il est peu probable que Liz Truss demande au roi, maintenant, de dissoudre la Chambre des communes avant cette date, puisqu'elle va évidemment espérer améliorer la situation d'ici là. Côté travailliste, les choses ont tout de même évolué ces derniers mois. Le Parti travailliste, pour toutes sortes de raisons, a commencé par son précédent leader jusqu'en 2020, Jeremy Corbyn, était très très loin dans les sondages. Mais les choses ont quand même pas mal évolué depuis quelques mois, depuis la chute de Boris Johnson, elle-même due au Partygate. C'est peut-être pas la chose la plus grave qu'il ait faite pendant son mandat de Premier ministre, mais c'est celle qui a le plus frappé l'opinion publique, à cause évidemment de la crise sanitaire et des efforts qu'eux-mêmes avaient dû faire. Donc cette impression d'injustice que Boris Johnson faisait des fêtes au 10 Downing Street pendant qu'eux ne voyaient pas leur grand-mère, ça c'est quelque chose qui a vraiment eu un impact très fort sur l'opinion publique. Par ailleurs, le leader actuel, donc Keir Starmer, qui a vraiment pris ses distances avec son prédécesseur, alors même qu'il siégeait quand même dans son cabinet fantôme, mais enfin qui a très habilement pris ses distances et marqué vraiment une rupture par rapport à la politique, disons, très à gauche, pour pas dire d'extrême gauche, qui était défendue par Corbyn, a réussi à recentrer son parti et surtout à le faire apparaître comme recentré. Et là, on a depuis le départ de Johnson, on a pour la première fois, disons, une avance
clair, qui soit pas juste de 2-3% dans les sondages, dont on sait bien que ça ne veut rien dire, surtout aussi loin des élections. Mais il a maintenant plus de 10%, le Parti travailliste a plus de 10% d'avance dans les derniers sondages par rapport au Parti conservateur. Cela dit, comme il n'y a pas d'élection, ça reste pour l'instant très, très théorique comme avancée. Donc, reste à savoir, il peut encore se passer beaucoup de choses. Quand on voit ce qui s'est passé dans les 6 derniers mois, il peut se passer encore beaucoup de choses jusqu'aux prochaines élections. Et donc, il est trop tôt pour faire des pronostics. Nicolas Bavrez. Il y a eu donc un événement tout à fait singulier, c'est-à-dire qu'après les élections italiennes, tout le monde attendait un choc sur la dette italienne. Or, c'est du côté du Royaume-Uni que s'est porté et qu'on a eu une véritable panique financière sur la livre et surtout sur la dette britannique qui a nécessité une intervention de sauvetage de la Banque d'Angleterre qui a annoncé qu'elle allait racheter de manière théoriquement momentanée les titres maintenant émis par le Trésor britannique. C'est quand même rare qu'un Premier ministre soit confronté à un mouvement aussi violent. Et donc, je voulais savoir un peu comment vous l'expliquiez. Et la deuxième chose, c'est que vous avez rappelé que le Royaume-Uni a été, comme d'autres pays, confronté à les mêmes chocs, hein, le krach de 2008, ensuite l'épidémie de Covid, aujourd'hui la crise énergétique liée à la guerre d'Ukraine. Il y a quand même une particularité chez les Britanniques, c'est le Brexit, qui est une crise propre. Et donc, quel est le poids pour vous dans ce pays où on a l'impression que plus rien ne marche? Quel est le poids de la responsabilité du Brexit dans les désordres actuels? Pauline Schnapper. Excellente question à laquelle je ne suis pas sûre d'avoir une réponse. En tout cas, pour la première partie de votre question, donc sur cette crise tout à fait surprenante, en effet, elle est directement liée donc aux annonces qui ont été faites par le chancelier de l'Échiquier, très proche de Liz Truss, donc Kwasi Kwarteng, qui correspondait exactement à ce qu'ils avaient annoncé pendant la campagne électorale interne au Parti conservateur, qui leur a permis de prendre la tête du parti et donc de devenir respectivement Premier ministre et chancelier, qui était l'idée que le problème structurel du Royaume-Uni, c'était le manque de croissance pendant les 20 ou 30 dernières années, et que pour cela, il fallait recourir aux outils classiques du néolibéralisme, à savoir baisse des impôts. Le problème, c'est qu'évidemment, cette baisse des impôts intervient dans un contexte inflationniste et un contexte déjà de dette publique déjà importante. Donc, l'idée de baisser des impôts sans qu'il y ait, en contrepartie de baisse claire annoncée des dépenses ou de financement, quel qu'il soit, autre que par la dette, avait affolé tous les économistes sérieux pendant la campagne et a affolé les marchés, manifestement, ces derniers temps. Donc, la raison, j'allais dire, conjoncturelle est là. Un accroissement de la dette, une inflation très forte qui risque d'être augmentée par ces baisses d'impôts. Il faut se souvenir que au Royaume-Uni, peut-être plus que dans d'autres pays européens, beaucoup des emprunts privés, de l'endettement privé est à des taux variables. Donc une hausse des taux d'intérêt, c'est pas simplement une hausse pour les finances publiques du coût de la dette, mais c'est aussi pour les particuliers, et notamment pour les remboursements d'emprunts immobiliers. Donc une hausse brutale des taux d'intérêt qui a déjà commencé et qui va se poursuivre pour lutter contre l'inflation a des conséquences très directes sur les ménages qui sont par ailleurs en difficulté pour les raisons qu'on a indiquées tout à l'heure. Donc tout ça fait des raisons conjoncturelles, disons, fortes et qui expliquent, me semble-t-il, je suis moins économiste que vous, Nicolas, la réaction immédiate. Quant au poids du Brexit, alors là, c'est une question très, très intéressante parce que au moment du Brexit, proprement dit, du référendum, et dans les 2-3 ans qui ont suivi, les études qui ont été faites par les instituts économiques, par les think tanks les plus sérieux,
parlait d'une baisse probable de 4 à 6% de PIB sur les 10 ans à venir, qui serait due au Brexit. Parce qu'évidemment, les pro-Brexit niaient, mais c'était les chiffres qui semblaient effectivement les plus raisonnables. Donc des chiffres déjà très, très importants, évidemment. Mais tout ça a été un tout petit peu noyé par ce que vous avez cité, c'est-à-dire la crise sanitaire, la crise énergétique, donc qui ont abouti à la situation dans laquelle on est, mais relever précisément ce qui ressort d'un facteur ou d'un autre est devenu beaucoup plus compliqué. D'autant plus qu'il y a une espèce d'omerta dans le débat public actuel sur la question du Brexit. C'est-à-dire que les conservateurs sont dans le déni total qu'il puisse y avoir un impact du Brexit sur les difficultés actuelles. Et le Parti travailliste et l'opposition en général, pour des raisons électorales qui peuvent se comprendre, mais qui restent tout de même un peu surprenantes, préfèrent ne pas en parler non plus. Donc il y a quelques pro-européens un peu dans le désert qui rappellent que tout de même il y a aussi des difficultés que le pays s'est infligées à lui-même et dont il aurait pu faire l'économie, mais c'est quelque chose qui apparaît très peu dans le débat public, dans la presse, dans les médias et surtout dans le débat politique, ce qui est tout de même un petit peu surprenant vu de France. Lionel Zinsou. Oui, alors moi je vous questionnerais volontiers sur 2 mots, c'est royaume et uni. Alors, uni, moi j'ai été très frappé, je ne sais pas si ça vous a frappé, par le discours accueillant le roi Charles III au Parlement de l'Écosse, avec une allégeance extraordinaire à la monarchie, qui au fond peut être un argument pour une indépendance à l'intérieur d'une union personnelle par la couronne. Et cette allégeance et cette fidélité à la reine défunte et l'allégeance au nouveau roi, est-ce que ce n'est pas en fait un accélérateur pour rendre encore plus acceptable une indépendance de l'Écosse ? Et qu'en est-il aussi de l'Irlande du Nord ? Parce que la reine avait fait son premier voyage d'un monarque en Irlande en commençant ses discours en gaélique. Bon, entre-temps, le Sinn Féin est quand même au pouvoir en Ulster. Et donc, qu'y a-t-il, au fond, comme chance que d'ici 2024, 2025, le royaume soit toujours uni ? Et est-ce que c'est vraiment très important ? Parce que j'avais été très frappé en 2007, tricentenaire de l'acte d'union du royaume, qu'il n'y eut aucune célébration. Quelque chose qui passait totalement inaperçu, alors qu'on célèbre beaucoup, beaucoup de choses en Grande-Bretagne, avec faste et pompe, comme le disait tout à l'heure Béatrice. Pas du tout, on ne rappelait pas du tout l'historique, mais quand même assez récent de l'Union. Donc, est-ce que ce royaume va rester royaume et est-ce qu'il sera uni au-delà de 3 ou 5 ans ? Est-ce que c'est dans le débat ? Et si ce n'est pas dans le débat, est-ce que vous avez une prophétie ? Pauline Schnapper. C'est tout à fait dans le débat et c'est une des grandes questions qui se pose depuis... Alors pour le coup, on n'est pas dans l'actualité immédiate, elle se pose depuis des années. Il y avait eu un ouvrage de Jacques Leruez qui s'appelait « Royaume-Uni, un État désuni » qui date des années 90, si je me souviens bien. Donc c'est pas un sujet récent, mais c'est vrai qu'il prend une dimension... très, très importante. Et vous avez soulevé 2 dimensions qui, en effet, sont cruciales dans ce débat. C'est celui de la monarchie et celui de l'indifférence relative de la population anglaise vis-à-vis de cette unité du royaume. Ce sont 2 aspects très importants. Alors, sur le premier, en effet, la monarchie... Il y a peu de choses à dire sur le rôle politique de la monarchie, mais là, il y a en effet un point important, c'est que la monarchie reste pour l'instant un symbole d'unité de la nation britannique et d'unité du Commonwealth. S'il y a un rôle politique qu'elle a joué jusqu'à présent, c'est vraiment celui-là. Cela dit, elle n'a pas empêché ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire toutes ces tentations centrifuges en Écosse et en Irlande du Nord, les 2 cas étant évidemment totalement différents, mais enfin aboutissant au même résultat, c'est-à-dire en effet une tension dans l'Union. Et en effet, les indépendantistes écossais ont toujours joué extrêmement habilement la carte monarchique, c'est-à-dire que
la plupart des nationalistes écossais, des indépendantistes écossais sont probablement républicains, mais ils ont toujours dit très très subtilement que, comme d'autres pays du Commonwealth, comme le Canada, comme l'Australie pour l'instant, une Écosse indépendante garderait la reine à l'époque, le roi maintenant, comme chef d'État, enfin comme monarchie. Et donc le retour en arrière qui est fait, c'est à 1707, c'est à l'union des parlements et non pas l'union des couronnes. Qui date de bien avant. Donc l'idée du SNP, donc du parti indépendantiste, c'est une indépendance écossaise dans l'Europe et avec le monarque comme symbole de ce qu'on veut finalement. Et ça a certainement aidé le parti indépendantiste qui est au pouvoir, il faut s'en souvenir, depuis des années. C'est pas ça date pas de 2011. Ça fait plus de 10 ans que ce parti est au pouvoir. Mais il n'a pas obtenu l'indépendance puisque le premier référendum de 2014 a donné une majorité opposée à l'indépendance. Pour l'instant, la situation va probablement peu évoluer puisque Nicola Sturgeon, première ministre écossaise, leader du parti indépendantiste, fait pression pour organiser un second référendum fin 2023, donc dans un an, mais ça dépend du gouvernement central. C'était David Cameron qui, en 2014, avait autorisé l'Écosse à organiser un premier référendum, et en tout cas, tant que le Parti conservateur sera au pouvoir, il n'y aura pas de second référendum, en tout cas légal, en Écosse. Et je ne suis pas sûre, je suis même quasiment sûre du contraire, que le SNP veuille suivre la voie catalane qui a abouti à ce qu'on a vu, des violences, finalement un statu quo. Donc je ne pense pas qu'ils iront dans la direction d'un référendum illégal. Ce qui ne veut pas dire qu'à plus long terme, la question de l'indépendance de l'Écosse ne se posera pas. Et je ne parierai pas sur le maintien à moyen ou long terme de l'Écosse au Royaume-Uni. Mais en tout cas, ça ne se posera pas dans les années qui viennent. Vous disiez l'indifférence anglaise à l'union du Royaume, c'est peut-être c'est plus très grave. intéressant et c'est peut-être plus grave, absolument. Pour des raisons différentes. Au niveau des partis, le Parti conservateur a tout un discours sur l'union, etc. Mais on se demande vraiment si en pratique il ne fait pas tout pour accélérer l'indépendance de l'Écosse, tellement il ne fait absolument aucun effort vis-à-vis des Écossais. Il n'y a aucune politique réfléchie vis-à-vis de l'Écosse pour maintenir la popularité de l'Union, que ce soit par des transferts sociaux ou des politiques spécifiques financières, il faut dire les choses clairement, vis-à-vis de l'Écosse. Et du côté travailliste, on a aussi un discours très unioniste, mais comme le Parti travailliste a perdu énormément de voix en Écosse au profit des indépendantistes, il est en difficulté, il est sur la défensive en Écosse, et on n'a pas non plus l'impression qu'il y ait vraiment un discours très réfléchi, très structuré, et une politique pensée pour maintenir l'Écosse dans l'Union. Quant à l'opinion publique anglaise, il suffit de regarder le poids de l'Écosse dans les débats publics, là encore, dans la presse ou quoi. L'Écosse est quasiment absente, ce qui est quand même très très étonnant, compte tenu des enjeux. Il y a une autre composante du Royaume-Uni dont on ne parle presque jamais, qui est d'ailleurs toujours un train après les autres, qui a eu un parlement en dernier, avec un Premier ministre en dernier, c'est le Pays de Galles. Le Pays de Galles est arrimé à la Grande-Bretagne de manière définitive et indissoluble, ou il va lui aussi se réveiller, ou là aussi se réveiller tard et décider qu'il faut... Parce que alors, je parlerai après de l'Irlande du Nord si oui, vous voulez en dire un mot. Mais alors, le cas du Pays de Galles est encore différent. Le Pays de Galles est beaucoup plus petit, beaucoup plus pauvre. Je n'osais pas dire le mot, mais beaucoup plus pauvre même que l'Écosse. Et que l'Irlande du Nord, qui est quand même pas non plus jouit pas d'une économie florissante, mais enfin quand même le Pays de Galles est pauvre. Le Pays de Galles dépend vraiment énormément de l'économie anglaise. L'intégration du Pays de Galles d'un point de vue économique est beaucoup plus forte. Et du point de vue politique, il y a un parti qui se voulait plutôt autonomiste, culturaliste, la langue galloise, etc., mais qui est devenu indépendantiste, donc le Plaid Cymru, mais qui est beaucoup moins puissant politiquement et électoralement que
ne l'est le SNP en Écosse. Donc le gouvernement régional gallois est dominé par le Parti travailliste, qui est unioniste. Donc pour l'instant, la question ne se pose vraiment pas au Pays de Galles. Et puis une indépendance du Pays de Galles serait vraiment difficile à justifier d'un point de vue économique par rapport à l'Écosse. Oui, mais quelquefois, on réclame quelque chose dont on sait que c'est impossible pour obtenir beaucoup d'avantages. Ils ont déjà une autonomie quasiment équivalente à celle du Parlement écossais, qui est forte. Oui, mais qui est arrivé tard, et parce que les trucs... sur l'Irlande du Nord, peut-être... Oui, juste pour poursuivre sur l'Irlande du Nord, c'est l'abcès de fixation aujourd'hui avec l'Union européenne pour les questions du régime douanier. Et donc, Liz Truss a été extrêmement ferme, voire agressive sur ce point. Et dans les problèmes économiques du Royaume-Uni, il y a le fait que les échanges importation-exportation avec l'Union européenne se sont effondrés alors que c'est son premier partenaire commercial. Donc, moi, j'avais deux questions. La première, est-ce que Liz Truss va continuer sur un registre d'extrême affrontement avec l'Union européenne, ce qui ne peut normalement qu'aggraver les problèmes. C'est ce qu'on a vu avec la panique financière, c'est-à-dire que le Royaume-Uni, pour l'instant, ça n'est jamais qu'un petit pays d'Europe avec un petit marché. Il n'y a pas de demande illimitée pour sa dette et il n'y a pas de monnaie de réserve internationale comme aux États-Unis. Et la deuxième question qui en découle, c'est est-ce que la stratégie du Global Britain n'est vraiment qu'un slogan, ou est-ce que ça peut arriver à avoir un début de réalité dans un monde où on voit que, par ailleurs, les pays du Sud sont de plus en plus autonomes, indépendants et hostiles à l'Occident pour des raisons de passé colonial. Or, en matière de passé colonial, les Britanniques ont quand même une certaine expérience. Pauline Chappert. Alors, peut-être juste un mot sur le contexte politique en Irlande du Nord aujourd'hui, qui a beaucoup évolué, pour répondre à vos questions, parce qu'évidemment, tout cela est lié. On vient d'apprendre, mais ça n'était pas une surprise, c'était attendu, que pour la première fois, la population catholique d'Irlande du Nord est devenue majoritaire. C'est un renversement historique. Au Canada, on avait appelé ça la revanche des berceaux. Exactement. L'Irlande du Nord a été créée de façon totalement artificielle en 1920 pour assurer une majorité protestante, contrairement au reste de l'île qui était évidemment catholique, et donc rester dans le giron britannique. Donc tout le système étrange qu'est le Royaume-Uni avec ses relations avec cette Irlande découpée entre une majorité devenue indépendante, républicaine, catholique au sud, et ce petit territoire de l'Irlande du Nord avec deux communautés et des tensions très fortes entre les deux communautés, mais avec une majorité protestante, tout ça est en train de s'effondrer. Ce qui explique qu'aux dernières élections régionales, pour l'Assemblée nord-irlandaise née des accords de paix de 1998, le Sinn Féin, donc nationaliste favorable à la réunification de l'île, est passé en tête pour la première fois, juste devant le principal parti unioniste, donc qui veut rester dans le Royaume-Uni. Or, les accords du Vendredi Saint, donc les accords de paix après les 30 ans de quasi-guerre civile, prévoient un partage du pouvoir. Non pas que le parti arrivé en tête prend le pouvoir, mais quel qu'il soit, il doit partager le pouvoir. Sauf que jusqu'à maintenant, le pouvoir était partagé, mais avec une première ministre, puisque la dernière fois c'était une femme protestante. Là, en principe, ça devrait être aussi un partage du pouvoir, mais avec une première ministre catholique, enfin Sinn Féin. Et c'est là où le protocole nord-irlandais entre en jeu. Les protestants en majorité votaient pour le Brexit, alors que les catholiques ont voté à une très large majorité pour rester dans l'Union européenne. Donc là, les tensions sous-jacentes et existantes depuis des siècles, à ces tensions s'est ajoutée une nouvelle tension liée au Brexit. Donc le Sinn Féin voulait rester dans l'Union européenne. Ce sont les unionistes qui protestent contre l'application du protocole nord-irlandais, signé par Boris Johnson il y a 2 ans, qui prévoit donc
que la frontière européenne se situe non pas entre le nord et le sud de l'Irlande, où elle devrait normalement être, puisque le sud est évidemment membre de l'Union européenne, mais dans la mer d'Irlande. Donc, concrètement, il était prévu que l'Irlande du Nord reste, en fait, dans un double marché. Dans le marché unique interne au Royaume-Uni, mais aussi dans le marché unique européen, en tout cas en ce qui concerne les contrôles douaniers, quoi, dans l'union douanière, sinon dans le marché unique. En pratique, ça s'avère évidemment extrêmement compliqué, voire infaisable, parce que ça veut dire que les produits britanniques sont soumis à des contrôles en arrivant en Irlande du Nord, alors que l'Irlande du Nord est dans le Royaume-Uni. Ce n'est pas une surprise. C'était déjà dans l'accord signé et on savait que ça poserait des problèmes. Simplement, Johnson voulait absolument signer. Il a signé n'importe quoi sans écouter qui que ce soit. C'est un problème qui n'a pas de solution. Puisqu'on ne veut pas de frontière entre le Nord et le Sud, pour des raisons politiques, historiques et économiques. Et beaucoup de gens au Royaume-Uni ne veulent pas, et on comprend pourquoi, de frontières dans l'Irlande du Nord. Le problème, c'est que c'était l'un ou c'était l'autre. Il n'y a pas de solution. Donc, les unionistes bloquent la mise en place d'un gouvernement en Irlande du Nord suite aux élections. Pas tant parce qu'ils ne veulent pas de Premier ministre de Sinn Féin, encore que ça ne leur fait évidemment pas plaisir, mais pour protester contre ce protocole. Johnson d'abord et Liz Truss, qui était quand même dans son gouvernement, hein, elle n'est pas tout à fait novice, elle était ministre des Affaires étrangères de Johnson. Ils ont tous les deux adopté depuis le départ une position, depuis qu'il faut appliquer ce protocole très, très dur, en disant il faut renégocier ce protocole, ce à quoi les Européens répondent écoutez, vous l'avez signé, maintenant c'est signé, il faut l'appliquer. Donc il y a un blocage total, et a priori, pour l'instant, on ne voit pas du tout Liz Truss revenir à la table des négociations. Elle a arrêté de négocier en février avec les Européens en tant que ministre des Affaires étrangères. Donc bien avant la chute de Johnson et bien avant de devenir elle-même Premier ministre. Pour des raisons de politique interne, très claires, elle se positionnait au sein du Parti conservateur et elle a obtenu les voix des Brexiteurs les plus durs, les plus radicaux, les plus idéologues. Donc je vois mal comment elle pourrait... Alors il y a un tout petit espoir côté européen à Bruxelles. Ils ont l'espoir quand même au moins d'un retour à des négociations, même si on ne voit pas tellement de portes de sortie, mais au moins un retour à la table des négociations. Pour l'instant, elle est sur une ligne très très dure de faire voter une loi qui remettrait en question l'accord signé, l'accord de commerce et de coopération, même s'il y a peu de coopération en l'occurrence. Non, je voulais juste signaler que normalement, ils ont jusqu'au 24 octobre pour trouver un arrangement pour faire un gouvernement en Irlande du Nord. Sinon, il y aura de nouvelles élections. Tout à fait. Or, comme on vient quand même d'être dans une dynamique qui est en place quand même depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on a des catholiques qui deviennent majoritaires, c'est pas seulement les berceaux, c'est qu'on a une émigration des départs de protestants qui quittent aujourd'hui l'Ulster, et donc le renversement ne risque pas de se produire avec un vieillissement de la population protestante qui est quand même très très important. Et puis on parlait de l'indifférence des Anglais vis-à-vis de l'Écosse, mais quelle est l'indifférence des Anglais vis-à-vis de l'Ulster ? C'est la même, voire pire, c'est-à-dire qu'elle est très ancienne. Même pendant les années 70, 80, 90, où il y avait donc un niveau de violence politique, physique et très élevé. Hein. Il y a quand même eu 3500 morts en Irlande du Nord en 30 ans. On en parlait très peu en Angleterre, sauf quand il y a eu les bombes de l'IRA sur le sol anglais. Alors là, curieusement, on en parlait plus. Mais j'allais dire, le quotidien terrible qu'ont vécu toutes les communautés en Irlande du Nord pendant 30 ans était accueilli avec une espèce d'indifférence tout à fait forte. Et juste pour vous donner un exemple encore récent, il y a donc toujours des ministres de l'Irlande du Nord dans les gouvernements britanniques. On a eu quand même, à un moment donné, au début des
du mandat de Boris Johnson, une ministre de l'Irlande du Nord qui était totalement ignorante de la situation en Irlande du Nord, qui a découvert qu'il y avait deux communautés, une communauté catholique et une communauté protestante en Irlande du Nord. Bon, là, c'était vraiment la caricature. Hein. Dieu merci, ils n'ont pas été tous comme ça. Mais ça Nous donne avons une idée. Blazy. Ça donne une idée du niveau d'indifférence sur oui, ce sujet. Ceci pourrait conduire, s'il y a une telle indifférence de la part de l'opinion publique et qu'on est dans une situation d'impasse, parce qu'on peut parfaitement imaginer de nouvelles élections après le 24 octobre, parce que rien ne va bouger d'ici là. Mais le résultat sera peu différent de celui de c'est pas en quelques mois. Non, peut-être, mais comme la situation interne globale de la Grande-Bretagne et du Royaume-Uni est très difficile, les positions très tranchées que pouvait prendre Boris Johnson, lui encore qu'il était, à géométrie variable, mais je pense à Liz Truss, peuvent peut-être évoluer, et c'est peut-être plus du côté de l'Irlande qu'on peut avoir l'idée à terme d'une réunification que véritablement d'une indépendance de l'Écosse vis-à-vis de l'Angleterre et du Pays de Galles. C'est peut-être là que les choses peuvent bouger un peu plus rapidement. Ça pourrait tout à fait arriver. Rapidement, je ne pense pas, mais possiblement. Voilà, ce sont vraiment des choses qui peuvent arriver. Comme Béatrice avait l'air choquée de mon allusion à Philippe Douste-Blazy, je rappelle qu'en visite officielle en Grande-Bretagne, il avait demandé pourquoi les Juifs britanniques n'avaient pas été déportés pendant la guerre. Effectivement. On avait donc dû lui expliquer que la Grande-Bretagne n'avait pas été occupée. Pardon, Lionel. Oui, alors j'aimerais bien que vous nous parliez du chancelier de l'Échiquier, du ministre de l'Économie et des Finances, parce que alors il a frappé beaucoup les diasporas africaines en France, puisqu'il est d'origine ghanéenne. Et tout à l'heure, Nicolas faisait allusion à un colonialisme britannique qui ne valait pas aujourd'hui une très grande fidélité dans l'affection dans un certain nombre de pays. Et il a écrit un livre. C'est un historien économiste diplômé de Cambridge. Et il a écrit un livre, Les fantômes de l'Empire, très très sévère en fait pour ce qu'a été l'Empire britannique. Et donc pour les diasporas en Europe continentale, que le ministre des Finances puisse être d'origine ghanéenne et très en retrait sur ce qui concerne les gloires de l'Empire, ça a beaucoup frappé, d'autant plus que le ministre de l'Intérieur est Mauriceau, kenyan, d'origine indienne, et que le ministre des Affaires étrangères est sierra-léonais. Donc les communautés, le communautarisme donne de drôles de résultats, enfin, avec une représentation absolument unique en Europe de ces communautés. Donc il est très particulier, il a une assez grande autorité, et donc il vient de provoquer un séisme avec une espèce de provocation assumée sur les marchés financiers. Comment s'est vécu ces ministres issus des diasporas et au fond, est-ce que vous pensez que c'est un personnage important demain dans la politique des conservateurs ? Ça, je ne saurais vous faire des pronostics. Je ne suis pas bonne pour les pronostics. Je pense que cette présence très forte, en effet, de ministres, mais aussi dans le cabinet fantôme, on retrouve chez les travaillistes cette même évolution, et témoigne certainement de la réussite du modèle d'intégration britannique, hein, qui en tout cas au niveau des élites, parce qu'on parle à chaque fois de gens qui sont passés par les meilleures écoles, les meilleures universités, et ne viennent pas de milieux défavorisés du tout. Hein. Ce sont notamment du côté conservateur, hein, ce sont les élites, Rishi Sunak est milliardaire. Enfin, on ne parle pas d'ascension sociale forte, mais en revanche d'intégration culturelle, ethnique très très réussie, ça c'est clair. Mais ça, c'est pas. Excusez-moi de vous interrompre, mais c'est d'autant plus surprenant qu'il y a eu des émeutes extraordinairement fortes. Et les quartiers, l'équivalent des quartiers français où l'assimilation ne se fait pas du tout, existe tout à fait. Tout à fait. J'allais y venir. C'est absolument. Donc c'est incroyable qu'au niveau des élites, on ait cette représentation. Voilà. Ça, c'est une chose qui m'étonne énormément. Tout à fait. Et c'est le point auquel j'allais arriver, c'est qu'en effet, on a vraiment deux niveaux. Une intégration particulièrement réussie à ce niveau-là,
et une intégration beaucoup plus... alors, je ne dirais pas du tout ratée, parce qu'il y a aussi toute une partie d'intégration, notamment asiatique, et qui est extrêmement réussie, et qu'on retrouve, avec là, pour le coup, une mobilité sociale très, très claire, qu'on retrouve dans les hôpitaux britanniques, dans l'enseignement, dans beaucoup de domaines, mais aussi des quartiers ethniques, entre guillemets, très, très pauvres, y compris dans des centres-villes, y compris dans des grandes villes comme Londres, où on a des quartiers extrêmement ségrégés en plein centre de la ville. On en a eu une tragique illustration au moment de l'incendie de la tour Grenfell il y a quelques années, qui était essentiellement peuplée de migrants de fraîche date, souvent irréguliers, et qui ont payé un très très lourd tribut à cet incendie. Et puis des quartiers, voire des villes entières. On en a parlé encore dernièrement autour de Leicester, la ville de Leicester, dans laquelle il y a eu des émeutes entre Indiens, hindous et musulmans, donc plutôt religieuses pour le coup, autour de rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, comme ça se fait maintenant. Donc on a effectivement une intégration un petit peu à deux vitesses, voire à plusieurs vitesses. Mais c'est vrai qu'au niveau politique, c'est tout à fait frappant par rapport à la France. Et c'est pas un sujet dont on parle beaucoup. Au moment de l'élection interne au Parti conservateur, donc de ces derniers mois, il y avait un nombre, en effet, de candidats, donc députés, en vue au sein du parti, qui se présentaient pour être leader, qui avaient des origines plus ou moins récentes, disons Commonwealth, tout à fait frappant par rapport à ce qu'on peut connaître en France. Je voulais peut-être quand même revenir peut-être d'un mot sur la question que vous m'avez posée sur Global Britain, parce que c'est quand même un sujet très intéressant. Donc il y a eu tout un discours qui habillait le Brexit, je dirais, un peu creux, parce qu'il y avait très peu de contenu dans ce discours, mais qui a été repris ad nauseam par les Brexiteurs, d'abord pendant la campagne référendaire, puis Theresa May comme Premier ministre, a expliqué que le Brexit, c'était pas tourner le dos au reste du monde, mais au contraire, c'était revenir à la grande tradition britannique d'ouverture sur le monde. Et elle citait évidemment les États-Unis, le Pacifique, les pays le Commonwealth, mais aussi les pays émergents, Chine, Inde, enfin l'Inde évidemment dans le Commonwealth, Brésil, etc., comme les nouveaux horizons de la politique étrangère britannique. Ça restait beaucoup au niveau du discours. Et tous mes collègues et moi-même ricanions un petit peu sur ce Global Britain absurde quand on tourne le dos à ses voisins les plus proches et au continent auquel on appartient malgré tout, au moins sur le plan géographique. Et puis, les événements ont donné quand même un tout petit peu... Je serais un tout petit peu moins sévère aujourd'hui que je ne l'étais il y a 2 ans sur ce concept de Global Britain, même si je reste tout de même un petit peu sévère, dans la mesure où il y a eu 2 événements voilà, qui ont donné un tout petit peu de contenu. Il y a eu l'accord, le fameux accord AUKUS, qui nous a tellement déplu parce que il a eu pour conséquence d'annuler un gros contrat pour les sous-marins français, qui est donc un accord avec l'Australie et les États-Unis dans l'Indo-Pacifique, et qui a été évidemment mise en avant par le gouvernement britannique comme une façon d'affirmer un renouveau de sa présence dans la région. Concrètement, c'est quand même plus un accord entre l'Australie et les États-Unis. Le Royaume-Uni est quand même un petit peu en arrière là-dessus. Et puis, on est en train de voir qu'avec le changement de gouvernement en Australie, on n'est pas très sûr de ce qui va devenir concrètement, ni de la place de la France là-dedans. Par ailleurs, le Brexit n'empêchait absolument pas la signature de cet accord stratégique. Donc l'idée que c'était l'un ou l'autre est un petit peu absurde. Et puis, il y a évidemment l'Ukraine. Les Britanniques sont très en pointe sur l'Ukraine, aussi bien sur le plan politique, où Johnson a réussi à se positionner comme l'allié sûr, fiable de l'Ukraine en Europe, en dehors évidemment de ses voisins immédiats comme la Pologne.
où le Royaume-Uni a assez habilement joué justement hors Union européenne, mais d'un rapprochement avec les pays baltes, la Pologne, de la constitution d'une espèce d'axe stratégique en soutien à l'Ukraine et contre la Russie, et joue aussi sur une soi-disant agilité britannique. Comme ils n'en sont plus dans l'Union européenne, ils sont plus tenus par la longueur des discussions, par les blocages de la Hongrie ou de la Pologne, sur d'autres sujets bien sûr, et le fait que tout seul on peut prendre des sanctions tout de suite, on peut envoyer des armements tout de suite, on peut entraîner des soldats ukrainiens sans avoir à attendre indéfiniment des réunions à Bruxelles. Donc c'est une façon, ce sont les deux façons dont le Royaume-Uni est en train d'essayer de mettre un tout petit peu de contenu derrière ce slogan. Ça n'est que ça. Béatrice Gibelin. Mais est-ce que l'opinion publique britannique va tenir le choc avec l'hiver et l'augmentation absolument colossale chez eux du prix de l'électricité? Je veux dire, nous, ça hurle à l'idée que ça va être 15%, mais chez eux, c'est absolument faramineux, avec des gens qui vont être dans l'incapacité de le payer, sans doute, puisqu'il y a tout un mouvement qui est de dire ne payez pas vos factures. Alors, à moins que le gouvernement se moque du quart comme du tiers d'une opinion publique, mais comme on a quand même des mouvements sociaux, ils ont été mis un peu en retrait à cause de ces fameux 10 jours de funérailles, mais est-ce qu'ils vont reprendre, je sais bien qu'ils annoncent quelques subventions sur le thème de l'énergie, mais est-ce qu'on va avoir des mouvements sociaux comme on n'en avait pas vu en Grande-Bretagne depuis, à la limite, Thatcher avec la grève des mineurs, au moins quelque chose d'aussi important que ça, puisqu'on a avocats, dockers, postiers, enfin bref, on avait l'impression qu'on avait un mouvement social extrêmement dur. Est-ce qu'à votre avis, est-ce que c'est quand même tout à fait étonnant les sommes que consacre aujourd'hui le Royaume-Uni au financement de la guerre, en envoyant du matériel, en formant aussi, évidemment, depuis déjà plusieurs mois, et même depuis 2014, des soldats ukrainiens. Comment ça va se passer? Quand je pense en France, on dit sans arrêt on va pas tenir parce qu'on va avoir froid et on va se retirer. Qu'est-ce qui va se passer pour les Anglais? Alors, deux choses. L'Ukraine fait vraiment l'objet d'un consensus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression ni des partis d'opposition ni de l'opinion publique pour moins donner aux Ukrainiens de façon à payer les factures de l'hiver prochain. Ce sont vraiment deux sujets qui sont totalement décorrélés. Côté interne, oui. Des grèves dont on n'a pas vu l'équivalent en nombre depuis le début des années 80, effectivement. Maintenant, il est trop tôt pour dire jusqu'à quel point elles vont tenir. Pour l'instant, ce sont des grèves qui sont quand même relativement ponctuelles. Il n'y a rien qui ressemble à des grèves générales ou même des grèves illimitées, en tout cas, dans les transports ou autres. Donc, on n'est pas du tout, pour l'instant, dans ce modèle-là, mais on est quand même dans une multiplication de grèves ponctuelles, disons. Ça, c'est certain. Alors, ce qui a un tout petit peu été noyé dans l'actualité monarchique, si je puis dire, c'est que le jour même de la mort de la reine, et c'est pour ça qu'on n'en a plus reparlé, le matin même, enfin plus exactement non, même l'après-midi même, on a vu, il y avait des images au Parlement de Liz Truss et Keir Starmer recevant un petit papier discrètement, leur disant attention, la reine va très mal, au moment où Liz Truss annonçait un plan de soutien un petit peu similaire à ce que nous avons fait en France pour payer les factures énergétiques, qui doit s'élever, et on en revient à ce qu'on a dit au début sur la réponse des marchés. La réponse des marchés, c'était à l'idée de réduire les impôts, mais aussi au creusement du déficit dû au plan de soutien qui a été annoncé ce jour-là. Un peu flou, mais on parlait de l'ordre de 100 milliards de livres, c'est-à-dire des sommes évidemment gigantesques, plus ou moins similaires à ce qui a été dépensé pendant la crise sanitaire. Et donc, la question alors, ça ne va évidemment pas tout régler pour les ménages les plus modestes, hein, et on voit de nouveau les banques alimentaires et les associations
prendre le relais d'un État qui est quand même peu présent par rapport à ce que nous connaissons pour les aides aux personnes défavorisées, mais quand même de très très grosses dépenses qui étaient d'ailleurs totalement contraires à ce que Truss avait annoncé quand elle faisait campagne auprès des militants conservateurs, puisque alors on est vraiment dans des dépenses publiques très très fortes. Nicolas Bavrez. Est-ce que c'est pas un étonnant paradoxe de voir Liz Truss qui se réclame de Madame Thatcher? Finalement, Madame Thatcher est arrivée au pouvoir et a fait ses réformes parce que dans les années 70, le Royaume-Uni était tombé entre les fourches caudines du FMI. Et aujourd'hui, on a une première ministre conservatrice qui se réclame de Madame Thatcher et qui a une bonne chance de ramener peut-être le Royaume-Uni au FMI. Absolument, et c'est ça. Épisode de l'histoire qui n'est pas très connu. Je veux dire, dans les générations qui ont moins de 40 76, ans, tout à fait. il est très... Enfin, on soulève un étonnement considérable quand on rappelle que la Grande-Bretagne a dû être administrée par le FMI, quand on rappelle que Mme Thatcher n'est arrivée au pouvoir, si je puis dire, que grâce au gouvernement Callaghan, c'est-à-dire un gouvernement travailliste, qui lui a connu des grèves aussi absolument considérables. Je me souviens, je le racontais souvent à mes étudiants, mais d'un ami anglais qui a dû rester pendant 15 jours en tête-à-tête avec le cercueil de sa mère dans la cuisine de leur maison, parce que la grève des pompes funèbres allait jusqu'à empêcher les enterrements. Donc voilà, Madame Thatcher est évidemment sortie de l'enfer, c'est une chose qui est entendue une fois pour toutes, mais l'enfer a eu un précédent qu'il est, je crois, utile de rappeler. Tout à fait. Cette période 76-79, qui était un gouvernement travailliste, qui a mis en œuvre les préconisations du FMI. Ce qui est très étonnant, c'est en effet l'application mécanique d'une espèce de thatcherisme mal compris et surtout dans un contexte qui est complètement différent. C'est-à-dire que Thatcher, précisément, réagissait à ce qu'elle voyait comme les excès des années 70, le rôle des syndicats, l'inflation très élevée, etc. Alors qu'aujourd'hui, Liz Truss veut appliquer des recettes plus ou moins comprises de cette époque dans un contexte où on sort de 12 ans de politique d'austérité et où l'inflation démarre très très fort. Et même, je veux dire, la première chose que Thatcher ait fait au tout début des années 80, ça a été de lutter contre l'inflation. Ça n'a pas été de la renforcer en baissant des impôts et en augmentant les dépenses publiques en même temps. Enfin, tout ça est absolument absurde. Lionel Zinsou. Oui, il ne faut peut-être pas être trop sévère sur les effets du collectif budgétaire et ne pas, au fond, adhérer complètement à la réaction des marchés, parce que tout le monde est un peu dans la même situation. Vous savez, si vous prenez les chiffres français de subventions, de protection, de boucliers tarifaires, que vous y ajoutez les programmes de l'Union européenne, qui sont moins importants en France qu'ils ne sont, par exemple, absolument essentiels à l'Italie, mais qui sont aussi des éléments d'intervention, on va trouver assez vite des 100 milliards de livres, c'est-à-dire des équivalents des 100 milliards de dépenses supplémentaires de Mme Liz Truss. C'est un destin commun. Donc oui, elle va peut-être mobiliser 3% du PIB, mais tous les pays d'Europe continentale vont y passer aussi. Et la livre sterling a eu évidemment un décrochage en quelques heures. L'euro a fait à peu près le même décrochage par rapport au dollar en quelques mois. Mais le yen aussi. Mais le yuan aussi. Mais en fait, toutes les grandes devises par rapport au dollar ont exactement le même décrochage. Donc, faut peut-être mettre en relatif ce qui arrive à la Grande-Bretagne comme un choc soudain et quelque chose qui a été plus rampant, mais qui est assez commun. Mais j'aurais bien aimé que vous élaboriez sur les risques sociaux, parce qu'une chose qui, moi, m'avait beaucoup frappé quand j'avais travaillé en Grande-Bretagne, c'est combien les syndicats sont beaucoup plus importants qu'en France, par exemple, et même peut-être encore plus puissants qu'en Allemagne, de certaine manière. Comment ils sont financés, au sens où ils ont quand même des caisses de grève, ils ont quand même des cotisations. Vous avez un système dans lequel vous êtes un salarié, vous mécaniquement, en fait, vous cotisez à votre syndicat,
sauf si vous décidez formellement de ne pas le faire. Et donc, ça fait quand même une syndicalisation importante en proportion par rapport à ce qu'on voit sur le continent. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose, une reviviscence qu'on est en train de voir et des grèves très dures qui pourraient s'installer dans le contexte actuel avec un système syndical fort? Pauline Schnapper. Alors, je ne suis pas sûre de vous suivre tout à fait sur le pouvoir, la puissance des syndicats aujourd'hui. Par rapport à ce qu'elle a été dans l'après-guerre, disons, et jusqu'aux années 70, où vous aviez la moitié des salariés quasiment qui étaient syndiqués, et des lois qui leur étaient extrêmement favorables, sans parler d'une espèce de cogestion à chaque fois que le Parti travailliste était au pouvoir. Puis le closed shop. Et notamment le le système du closed shop, où donc on était obligé de s'inscrire à un syndicat pour pouvoir être recruté. Tout ça est fini depuis les années 80, les années Thatcher, et au contraire, on a vu depuis les années 80 un affaiblissement extrêmement important des syndicats, à la fois par la législation qui leur a ôté beaucoup de pouvoir. Tout est beaucoup plus contraignant maintenant pour lancer un mouvement de grève, c'est toute une affaire. Il faut des votes à bulletin secret, il faut qu'il y ait tant de pourcentage, pas le pourcentage en tête, mais enfin je crois qu'il faut qu'il y ait 50% au moins des syndiqués qui soient favorables. Enfin bon, c'est extrêmement lourd. Et du coup, et parce qu'il n'y avait plus ces obligations, ce système a été aboli dans les industries où il existait encore, le nombre de syndiqués a beaucoup baissé depuis le milieu des années 80 jusqu'à il y a quelques années. Alors là où c'est vrai qu'il y a un petit mouvement inverse, c'est-à-dire de retour, d'augmentation du pouvoir des syndicats depuis quelques années, et en particulier depuis que Corbyn a été leader du Parti travailliste, puisque les liens entre les syndicats et le Parti travailliste demeurent malgré tout très 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 forts. Donc ils sont en effet plutôt plus puissant qu'il ne l'était il y a 10 ou 20 ans, ça certainement, mais ça reste tout de même très très limité. Et d'ailleurs, Liz Truss a promis encore de durcir la législation sur le service minimum. Et puis les syndicats sont maintenant surtout dans le service public, les services publics comme en France d'ailleurs. C'est beaucoup les transports, la santé, l'éducation. Ce sont vraiment les trois domaines où les syndicats sont puissants. Dans le privé, beaucoup moins. Oui, justement, pour aller dans votre sens, le leader du parti travailliste, Starmer, a pris une position en ce moment, y compris à Liverpool lors de leur grande réunion annuelle, le congrès, une position en disant non, on ne s'affiche pas avec les syndicats. Nous, on est dans le champ du politique, c'est pas notre domaine. Ce qui fait d'ailleurs des tensions internes à l'intérieur de Labour, parce que tout le monde n'est pas forcément sur cette position de dissociation entre le champ du politique et le champ syndical. Ce qui, moi, m'a un peu surprise de ne pas profiter de cette situation pour engranger des soutiens. Juste sur un autre champ, celui du Commonwealth, parce que s'il peut se poser la question, est-ce que l'Australie, qui se veut républicaine, peut-être aussi le Canada ou d'autres, on a vu la Barbade, mais là c'est tout petit, c'était en novembre 2021, est-ce que on peut avoir effectivement un affaiblissement de ce fameux Commonwealth? Alors, en principe, ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire qu'il y a le Commonwealth comme organisation mondiale, etc. Et puis, il y a le monarque comme chef d'État. Oui. Il y a évidemment une série de républiques qui sont dans le Commonwealth, à commencer par l'Inde. Donc, on peut tout à fait renoncer à avoir le roi maintenant comme chef d'État et rester dans le Commonwealth. Ce sont vraiment deux sujets séparés. D'accord. Nicolas Bavrez pour une dernière courte question. Le Royaume-Uni, c'est une démocratie, c'est la plus vieille des démocraties, c'est la mère des démocraties parlementaires. Et je voulais avoir votre avis sur le fait de savoir si cette démocratie parlementaire était maintenant affaiblie et abîmée après les chocs qu'on a vus et les chocs y compris politiques. Pauline Schnapper. Alors, il nous faudra une deuxième heure pour en parler. Affaibli, certainement.
pour les raisons que vous venez d'indiquer, mais aussi pour des raisons qui ne sont pas propres au Royaume-Uni, qui sont l'affaiblissement de la confiance des citoyens vis-à-vis des institutions, et ce que j'appellerais une tentation populiste qui a affecté le pays, non pas tant par l'extérieur ou par un parti politique spécifique, mais via le Parti conservateur. Il y a aujourd'hui une dimension populiste au sein du Parti conservateur que je trouve extrêmement inquiétante. Après, il faut rester optimiste et je crois beaucoup aux institutions. Je pense que les institutions britanniques restent solides, le Parlement, la monarchie, je ne sais pas, mais c'est à la limite, c'est moins important que la démocratie parlementaire. Mais un affaiblissement, ça c'est sûr. Et pour l'instant, enfin, on a eu 4 premiers ministres en 5 ans. Il y a une crise politique qui est aussi une crise des institutions aujourd'hui. Maintenant, je veux croire et je veux espérer qu'elle n'est que provisoire. Pauline Saint-Père, je vous remercie. Je remercie aussi Adrien Beccaria qui a enregistré cette conversation et je remercie, ça va, je suppose, faire sourire dans les chaumières, je remercie Philippe Meyer puisque le nouvel assistant de cette émission s'appelle Philippe Meyer. Combien de chances avais-je de pêcher parmi les innombrables étudiants qui voulaient être assistants, un qui s'appellerait Philippe Meyer, autant probablement que de gagner au loto. Je vais donc m'y mettre, ça me permettra d'abonder les finances du Nouvel Esprit Public, ce à quoi j'invite une nouvelle fois évidemment tous nos auditeurs en leur disant à dimanche prochain.